Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une analyse percutante, l'évaluation de Maxime Maraval sur la fragilité de nos infrastructures. On va décortiquer le fameux tome 0 de sa série En cas d'effondrement, et franchement, c'est un véritable électrochoc. En s'appuyant sur des catastrophes réelles comme la tempête Cynthia, l'auteur détricote complètement le mythe de la sécurité absolue garantie par l'État et la technologie. C'est un réveil un peu brutal, certes, mais indispensable pour arrêter de subir et commencer à se préparer. Au programme de ce décryptage, on va d'abord déconstruire l'illusion de normalité, puis examiner le piège logistique dans lequel on vit. On verra ce qui se passe quand le réseau lâche, on analysera la rupture sociale et on terminera sur une note d'action avec la doctrine du veilleur. Allez, c'est parti. Première partie, l'illusion de normalité. Pourquoi reste-t-on si souvent aveugle face au danger ? Eh bien, il s'avère que l'illusion du confort est notre plus grand angle mort. Posons-nous cette question toute simple, que l'auteur met immédiatement sur la table. Combien de temps une ville moderne peut-elle survivre sans aucune livraison extérieure ? On a souvent le réflexe de répondre « quelques semaines », en s'imaginant qu'il existe de vastes entrepôts de secours cachés quelque part. Mais la réalité, elle fait l'effet d'une douche froide. Ce qui nous aveugle, c'est ce qu'on appelle le biais de normalité. Concrètement, c'est ce mécanisme psychologique qui nous chuchote que demain sera exactement comme hier, juste parce que ça a toujours marché jusqu'ici. Le problème, c'est qu'en pleine crise, ce biais provoque une inaction totale. Au lieu d'agir, on attend sagement que le système reprenne les choses en main, alors même que ce système est en train de s'effondrer. C'est littéralement la pire des paralysies. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le piège logistique. Notre chaîne d'approvisionnement n'est pas du tout conçue pour la sécurité, elle est conçue pour la rentabilité immédiate. Alors là, accrochez-vous, le chiffre est tout simplement stupéfiant. 2%. C'est l'autonomie alimentaire locale de nos grandes villes françaises. Ça veut dire que sur 100 repas consommés, 98 arrivent de l'extérieur. Tout fonctionne en flux tendu, le fameux just-in-time. Les stocks de sécurité, ça n'existe plus vraiment. Aujourd'hui, l'entrepôt, ce sont les milliers de camions qui roulent sur l'autoroute. Une pénurie de carburant ou un blocage stratégique comme le détroit d'Ormuz, et tout s'arrête net. Prenez le marché de Rungis pour Paris. Sans lui, il n'y a absolument aucun plan B. Et quand ça dérape, la chronologie est effrayante de rapidité. En 24 heures, les produits frais disparaissent, mais on se dit encore que c'est passager. En 48 heures, la prise de conscience opère. Les placards se vident, les tensions explosent. C'est un véritable bank run alimentaire où la panique elle-même crée la pénurie. Et en 72 heures, les supermarchés ferment le rideau de fer pour protéger leurs employés. Sans réserve chez soi, il n'y a plus aucune option légale pour manger. Troisième étape, quand le réseau s'éteint. Car que se passe-t-il quand l'électricité et le pétrole arrêtent de circuler ? Le contraste entre ce qu'on imagine et la réalité est glaçant. L'illusion, c'est la petite panne de courant romantique, un dîner froid à la bougie, on n'en parle plus. Mais la réalité d'un véritable blackout systémique. Les pompes électriques s'arrêtent, donc en quelques heures, il n'y a plus d'eau au robinet, les égouts refoulent, créant une vraie bombe sanitaire, la chaîne du froid lâche, le chauffage s'éteint, en clair, sans électricité, notre civilisation moderne s'arrête sur le champ. Et les dommages collatéraux de cette paralysie numérique frappent fort et tout de suite. L'argent sur les comptes, bloqué. Les distributeurs et les paiements par carte, hors service. Les réseaux télécoms tombent très vite car les antennes relais n'ont que quelques heures de batterie. On se retrouve tous isolés dans une petite bulle de 50 mètres, totalement aveugles. Et l'état l'est tout au tout. Ce grand vide d'information laisse toute la place à la rumeur et à la panique. L'isolement, dans ces cas-là, ça ne crée pas de la solitude, ça crée de l'hostilité. Ce qui ouvre la porte à notre quatrième point, la rupture sociale. Quand les ressources manquent, le vernis de la civilisation s'écaille à une vitesse folle. Il y a cette citation glaçante d'Elias Moretti dans le texte qui résume tout. La distance entre un honnête citoyen et un pillard est d'exactement 9 repas manqués. C'est le concept de l'entropie morale. Le premier jour, on râle, le deuxième, on manifeste, le troisième, on pille. La moralité s'avère souvent être un luxe lié au confort. Quand la faim tenaille et qu'il faut nourrir ses enfants, le cerveau reptilien prend les commandes et le voisin devient très vite un obstacle ou une cible. Et là, l'auteur démontre, mathématiques à l'appui, l'impuissance de l'État lors d'une crise de masse. Avec un ratio d'un représentant de l'ordre pour environ 150 citoyens, les effectifs sont obligatoirement recentrés sur les points névralgiques de l'État. Dans les rues normales, il n'y aura personne. L'histoire récente de Katrina Cynthia nous a prouvé que face aux dangers immédiats, même les forces de l'ordre doivent choisir entre leurs devoirs et la survie de leur propre famille. Attendre passivement les secours, c'est un pari perdant. Et ce goulot d'étranglement s'applique évidemment aussi à la santé. Dès les premières heures, le 15 et les lignes d'urgence sont saturées. Les pharmacies baissent le rideau.
Les hôpitaux basculent en médecine de catastrophe, on fait un tri impitoyable et on délaisse les cas désespérés pour sauver ce qui peut l'être. Des quartiers entiers deviennent des déserts médicaux. Et soudainement, on devient le seul responsable de ses propres premiers soins. Une simple infection peut devenir un risque mortel. Heureusement, il y a une réponse. C'est notre 5e et dernière partie, la doctrine du veilleur. Voyons comment anticiper et se protéger. Le texte propose une philosophie radicale, celle du veilleur. C'est un vrai virage mental qui se fait en 3 étapes. D'abord, anticiper, c'est-à-dire apprendre à capter les signaux faibles d'une société sous tension. Ensuite, s'organiser pour remplacer le chaos par un plan ultra précis. Et enfin, protéger, devenir le bouclier de ceux qui dépendent de nous. Fini le rôle de victime apeurée, on devient un pilier solide dans la tempête. Mais attention, il faut tout de suite casser ce mythe du loup solitaire surarmé qu'on voit dans les films. Un individu seul s'effondre en 3 jours, tout bêtement parce qu'il a besoin de dormir. Et puis, on ne peut pas tout savoir faire. La vraie résilience, c'est le réseau. Un maillage de veilleurs permet d'assurer une vigilance 24 heures sur 24, de regrouper des compétences vitales comme le secourisme ou la mécanique, et surtout de partager une charge psychologique qui, autrement, rendrait fou. Alors, par où on commence ? Par l'audit du foyer. Il ne s'agit pas de mesurer l'épaisseur de ses murs, mais d'évaluer ses flux vitaux, électriques, hydrauliques, thermiques et informatiques. L'exercice est simple, on imagine qu'on coupe le courant et l'eau. Combien de temps le logement reste-t-il vivable, surtout au cœur de l'hiver ? Ce test sans filtre révèle toutes nos failles, réveille notre instinct de protection et montre qu'un appartement moderne non préparé peut vite se transformer en véritable piège. L'objectif concret et immédiat, c'est de bâtir ce qu'on appelle un stock de rupture pour tenir 7 jours. Pourquoi 7 jours ? C'est la zone tampon psychologique pour éviter de se retrouver mêlé au mouvement de foule catastrophique des premiers jours. On parle d'un minimum de 3 litres d'eau par jour et par personne, d'aliments ultra-caloriques qui se stockent facilement et d'une source d'énergie autonome pour cuisiner. Parce que des pâtes dans de l'eau froide, ça ne sert à rien. Et la règle d'or, une discrétion absolue. La sécurité opérationnelle est vitale. En temps de crise, ce qui se voit se convoite. Et donc, quel est le plan d'action immédiat ? C'est le fameux plan 0 minute du livre. Ce sont les petites actions à faire dès aujourd'hui pour sortir du déni. Remplir des bidons d'eau d'urgence avec ce qu'on a sous la main. Faire un inventaire à l'aveugle de ses placards pour réaliser l'état réel de ses réserves. Définir un point de ralliement clair en famille au cas où les portables coupent inopinément. Et enfin, rassembler un kit de lampes de poche qu'on peut trouver dans le noir complet. Ce sont les toutes premières marches vers l'indépendance. On termine sur cette réflexion qui a le mérite de piquer un peu. Si le réseau électrique national s'effondre demain à 14 heures pile, est-ce que chaque membre de notre famille a un point de chute précis et un plan pour les jours qui suivent ? C'est une question qui résume à elle seule toute l'urgence de cette analyse. L'impréparation n'est tout simplement plus une option. Il est grand temps de devenir le gardien de son propre sanctuaire et de cesser d'attendre une aide incertaine. Merci d'avoir suivi ce décryptage qui, je l'espère, va transformer notre vision de la sécurité à l'ère moderne.